C'est peut-être aussi une bonne façon de passer à un autre sujet dont je veux vous parler. Car la brutalité de l'approche des affaires mondiales par Donald Trump, sans mâcher ses mots jusqu'à présent, a été une question de mots. Et maintenant, hier, nous avons vu, pour la première fois, l'administration Trump utiliser des bombes au Yémen, de tous les endroits, et dire au Yémen de cesser les attaques sur la navigation, ce qu'ils n'ont pas fait depuis des mois. Nous avons des rapports indiquant qu'environ 30 personnes sont mortes, la plupart d'entre elles étant des civils. Il n'est pas encore clair ce qui se passe exactement, mais c'est la première fois que l'administration Trump utilise des bombes, de vraies bombes, et elle les utilise contre l'un des pays les plus pauvres de la planète. Comment comprenez-vous cela? How do you make sense of this one? Well, it's part of the Israel exception. Eh bien, cela fait partie de l'exception israélienne à tout. Je veux dire, les États-Unis ont été complices du génocide à Gaza. Ils sont complices du nettoyage ethnique qui s'est intensifié en Cisjordanie. Ils ont été complices de l'invasion du Liban. Ils ont été complices du refus israélien de respecter le cessez-le-feu et de se retirer du Liban. Israël occupe 5 bases au Liban qu'il dit vouloir conserver. Nous avons été complices de la saisie du territoire syrien. Nous avons été complices du désarmement total depuis les ères de la Syrie, juste après la chute du régime Assad. Cependant, je pense que nous avons été quelque peu plus responsables sur la question de l'attaque contre l'Iran. Et je suppose, étant donné l'exception israélienne, le pouvoir du lobby sioniste aux États-Unis, et dans quelle mesure M. Trump est redevable aux donateurs sionistes et a peut-être pris des engagements en échange de dons de campagne, je pense que nous devrions considérer l'attaque contre le Yémen comme, vous savez, en disant au moins que ce n'est pas l'Iran. Vous savez, les gens disent, eh bien, les Houthis soutenus par l'Iran, eh bien, le fait que les Houthis aient le soutien iranien n'a absolument rien à voir avec leur programme. Et en fait, dans le monde arabe, dans le monde musulman, dans le monde en général, ils sont vus comme des personnes sérieuses qui ont été prêtes à prendre des risques et à subir des pertes, à mettre leur vie en jeu pour soutenir la Palestine. Et comme vous l'avez dit, lorsqu'un cessez-le-feu supposé a été convenu entre le Hamas et Israël sous les auspices des États-Unis, les Houthis, qui sont essentiellement le gouvernement de facto dans la plupart du Yémen, ont levé, vous savez, on les appelle toujours des rebelles, mais ils sont en fait au pouvoir. Ils remplissent toutes les conditions normales pour être reconnus comme un État. Ils ont levé leur blocus de la mer Rouge depuis la terre. Ils ont apparemment développé de nouvelles armes pour intensifier ce blocus et frapper Israël. Mais je pense que c'est une exception à la posture générale de M. Trump, sauf dans un sens. Il a été tout à fait prêt à bombarder la Somalie ou le Yémen et d'autres endroits qui ne peuvent apparemment pas riposter. Je pense que c'est un jeu très dangereux, parce que si vous bombardez des gens et qu'ils n'ont pas de force aérienne pour répondre, le 11 septembre aurait dû nous apprendre qu'ils trouveront un autre moyen de répondre. Donc, tout cela est une invitation à une expansion du terrorisme, un retour, si vous voulez, aux années 1960, lorsque la question palestinienne est devenue la cause d'actions terroristes à l'échelle internationale. Je pense que nous risquons cela maintenant, parce qu'il n'y a apparemment pas de chemin vers la paix. Comment pensez-vous que le reste du monde réagira à cela? Je veux dire, jusqu'à présent, à mon avis, l'administration Trump a essayé de réparer les relations, surtout avec la Russie, évidemment, n'est-ce pas? Et à mon avis, ou d'après ce que j'entends, la Chine a également reçu cela de manière plutôt positive, comme un signe positif. Mais maintenant, le Yémen et l'Asie de l'Ouest envoient le signal opposé. Comme vous l'avez dit, si vous êtes faible, alors vous serez bombardé.
Cela signifie bien sûr pour la Chine que, eh bien d'accord, rien n'a changé et nous sommes toujours très menacés, surtout en regardant la rhétorique qui sort de la Maison-Blanche envers la Chine. Eh bien, je ne suis pas sûr de cela dans le cas de la Chine, mais j'y reviendrai dans un instant. Mais je pense que Moscou et Pékin ont une très bonne perception de la différence entre les questions stratégiques et tactiques, ou les questions primaires et secondaires. C'est une question secondaire malheureuse pour eux. Et vous avez vu cela avec l'échec russe à soutenir le gouvernement Assad en Syrie. Les Russes sont très clairs sur le fait que, bien qu'ils aient des intérêts en jeu en Syrie, et qu'ils essayent de développer une relation avec M. al-Shara, le nouveau président en Syrie, un président autoproclamé, en partie parce qu'ils ne veulent pas que la Syrie devienne un refuge pour les djihadistes. 15% de la population russe est musulmane, et ils ont eu de terribles problèmes avec les Tchétchènes, les Dagestanais et d'autres, et ils ne veulent pas que la Syrie émerge comme un refuge, un tremplin pour ce genre d'activité. Les Chinois ont un peu le même problème avec la Syrie en raison de la grande présence de Ouïghours dans les rangs des groupes terroristes qui contrôlent actuellement la Syrie. Et ce n'est pas une plaisanterie, comme nous l'avons vu dans la région de Latakia, avec un massacre à grande échelle d'Alaouites, des meurtres de vengeance par les extrémistes sunnites, les soi-disant djihadistes libéraux démocratiques, qui se sont avérés ne pas être aussi libéraux et démocratiques que certains le préféreraient. Quoi qu'il en soit, je noterai que dans le cas du Yémen, les navires chinois ne sont pas touchés, parce que la Chine ne soutient pas Israël. Les seuls navires qui sont touchés sont ceux qui soutiennent Israël. Pas seulement les navires israéliens, la ligne Zim et ainsi de suite, mais aussi les navires de guerre américains et britanniques, qui ont été engagés dans la tentative de contrer le blocus yéménite et tout cargo à destination d'Israël. Et cela a essentiellement fermé le port d'Eilat à la tête du golfe d'Aqaba et a vraiment été assez réussi en tant que blocus. Donc il n'a pas été contrecarré avec succès par la marine américaine. Et je ne suis pas sûr que ce que M. Trump a fait va le contrer efficacement. C'est probablement un geste de soutien à Israël. C'est perçu comme tel par Moscou et Pékin. Ils ne veulent pas s'impliquer dans le conflit arabo-israélien plus qu'ils ne le doivent. Surtout les Chinois. Donc c'est inquiétant. C'est terrible. C'est, vous savez, contraire. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Il n'y a pas d'approbation du Congrès. D'un point de vue constitutionnel, c'est une parodie. Selon le droit international, c'est aussi un problème. Mais je ne pense pas que les implications plus larges soient aussi importantes que votre question le suggérait. D'accord. Eh bien, cela me rassure un peu, parce que ce serait horrible si c'était le prochain point de tension des relations internationales. Mais vous interprétez cela comme une façon pour l'administration Trump de ne pas s'impliquer directement avec l'Iran. Est-ce une partie de cela? Je pense que cela peut en faire partie. Je ne veux pas minimiser le danger d'une conflagration en Asie de l'Ouest. Le point le plus dangereux est le corridor de Philadelphie, qu'Israël a illégalement occupé en violation des accords de Camp David, qui ont maintenu la paix entre Israël et l'Égypte depuis 1969, une longue période. Et l'expulsion des personnes de la Cisjordanie, bien qu'il soit maintenant question de les envoyer au Soudan ou en Somalie, deux pays en proie à des conflits civils et qui sont fondamentalement incapables de gérer leurs propres affaires, même sans ce fardeau supplémentaire. Vous savez, ce genre de choses, tandis que les Palestiniens sont délibérément affamés, privés d'eau et de nourriture par Israël, et que divers plans sont échafaudés par des personnes au sein du cabinet israélien
pour déplacer les Palestiniens. Vous savez, 5 000 par jour, ou peu importe, 2 500 par jour, ou des chiffres qui ont été mentionnés. Pour aller où? Personne ne sait. Donc je suppose que la mention du Soudan et de la Somalie est en partie parce qu'on imagine qu'ils peuvent être soudoyés pour accepter une population de réfugiés. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je sais que les Somaliens ont été assez fermes à ce sujet. D'un autre côté, le Somaliland, la région sécessionniste au nord de la Somalie, n'est pas reconnu internationalement. Nous avons vu M. Trump céder le Sahara occidental au Maroc dans le cadre de la corruption des accords d'Abraham. On ne peut rien exclure de ce genre à ce stade. You can't put anything like that beyond us at this point. Right. Thank you for that assessment. And D'accord. Merci pour cette évaluation. Et peut-être comme dernier ensemble de questions, parlons de l'autre grande initiative de politique étrangère que l'administration Trump a apportée, les tarifs douaniers. Les tarifs sont partout maintenant pour les Européens, mais aussi pour les Japonais ici où je suis, et ils sont extrêmement inquiets à ce sujet. Comment pensez-vous que l'administration Trump utilise cela, non seulement pour parler des tarifs, mais aussi pour leur mise en œuvre effective en tant que nouvel outil de politique étrangère? Foreign policy tool. Well, it is being used. They are being used as a foreign policy. Eh bien, ils sont utilisés comme un outil de politique étrangère pour forcer les gens à faire des concessions sur d'autres sujets, des sujets non économiques. Par exemple, la justification utilisée contre le Canada et le Mexique est l'importation de fentanyl, qui est un problème de stupéfiants. Ce n'est pas un problème commercial, c'est un problème d'application de la loi. Et l'allégation est qu'ils ont été inadéquats dans leur contrôle des frontières pour les drogues et dans le cas du Mexique, pour les immigrants. Donc cela est définitivement utilisé comme un outil de politique étrangère. D'un autre côté, cela semble être un principe idéologique que M. Trump tient à cœur, que lui et ses conseillers, des personnes comme Peter Navarro, qui est de retour de prison, où il a passé un certain temps pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès pour produire des preuves et témoigner, croient que les tarifs douaniers vont d'une manière ou d'une autre réindustrialiser magiquement les États-Unis et qu'ils feront toutes sortes de bonnes choses. Et M. Trump a déclaré que son héros politique est le président McKinley, qui était président au tournant des 19e et 20e siècles et qui a augmenté les tarifs, ce qui a en fait nui à l'économie des États-Unis. Mais de toute façon, cela n'est apparemment pas compris. Ainsi, les tarifs ont toutes sortes d'effets ironiques. Par exemple, aux États-Unis, l'une des plateformes sur lesquelles M. Trump s'est présenté était la baisse du prix des œufs. Nous avons une pandémie de grippe aviaire aux États-Unis. Donc, même s'il a promis au Danemark à propos du Groenland et impose des tarifs à l'UNMR, il demande aux Danois de produire plus d'œufs et de les envoyer par avion aux États-Unis. Donc, si vous cherchez de la cohérence dans tout cela, vous n'en trouverez pas. C'est en partie idéologique, en partie une sorte de moyen mafieux et extorsionnaire de négociation. Oui, je veux dire, créer n'importe quel type de demande et n'importe quelle allégation, puis dire simplement comme « Vous devez répondre à toutes mes demandes, sinon je vais utiliser la violence. » Mais, n'est-ce pas particulièrement maintenant? Vous savez, avec le développement d'alternatives aux États-Unis, avec les BRICS, avec de nouvelles structures qui se construisent sous nos yeux. Et M. Trump a également dit qu'il les déteste beaucoup. Je veux dire, c'est juste une autre de ces politiques américaines qui vont simplement accélérer le développement de structures alternatives. N'est-ce pas? Eh bien, c'est de l'auto-vandalisme. Cela nous tire vers le bas. Cela ne rend pas l'Amérique grande. Cela nous rend soit méprisés, soit insignifiants. Et donc, je partage l'inquiétude que vous exprimez concernant les effets sur l'ordre mondial et les États-Unis de ce genre de quasi-révolution culturelle qui se déroule aux États-Unis
très similaire à la révolution culturelle chinoise à certains égards. Je veux dire, nous avons des personnes non élues qui ne comprennent pas le fonctionnement du gouvernement et qui démantèlent le gouvernement. Le soi-disant État administratif est en train d'être démantelé. Cela ressemble beaucoup au slogan des gardes rouges lors de la révolution chinoise. Nous avons des personnes en poste qui n'ont aucune qualification autre que la loyauté envers l'empereur ou envers une cause politique, sans capacité démontrée à remplir les fonctions des postes auxquels elles ont été nommées. Nous avons le gouvernement permanent, la fonction publique, qui est décimée de manière imprévisible sans raison particulière. Cela a entraîné la prolifération d'un grand nombre de poursuites contre le gouvernement. Et comme les juges statuent contre le gouvernement pour des raisons constitutionnelles, de manière très solide selon la plupart des avocats, ils sont traités comme des ennemis de l'État. Ainsi, la Cour n'est plus considérée comme un instrument de régulation des affaires par le droit. Elle est considérée comme le foyer d'un ennemi politique, des ordures, dit M. Trump, des juges. Scum, Mr. Trump says, of judges. I am sorry to say that all this is not... Je suis désolé de dire que tout cela n'est pas étranger à l'histoire européenne, si vous y réfléchissez. Vous savez, nous avons un homme fort, soutenu par un culte avec une domination de façade du Parlement, notre Congrès, avec un mépris pour les tribunaux, avec un programme de réorganisation fondamentale de l'État, le faisant sans égard pour la Constitution ou les lois. Et tout son programme est xénophobe. Vous savez, il a fallu 53 jours à Hitler pour détruire la République de Weimar. Nous approchons de ce niveau de confusion. Je pense que dans notre cas, nous avons encore beaucoup plus de résilience que la République de Weimar. Donc on ne devrait jamais faire cela. Mais il y a un mot pour cela. Ça s'appelle le fascisme. J'espère vraiment que ce n'est pas le chemin que les choses prendront. Mais nous devons en reparler dans un avenir proche, j'espère, car le temps presse. Et ambassadeur Chas Freeman, vous avez beaucoup publié récemment, et nous vous en sommes tous reconnaissants, car vos analyses sont vraiment inestimables. Alors merci beaucoup pour cela. Eh bien, je ne sais pas s'ils sont inestimables, mais j'espère qu'ils sont stimulants. Et merci beaucoup, Pascal Lotas. Ils le sont, et nous parlerons à nouveau. Merci beaucoup.